Yes. Actualité de la semaine. Allons-y sans plus attendre. La WWDC qui aura lieu le 25 juin, le 9 juin, et on va avoir en exclusivité le pape du Mac qui m'a écrit tantôt pour me demander si je voulais l'avoir, et j'ai dit oui. Donc, notre cher ami, le pape du Mac, sera avec nous pour commenter le WDC. Là, la date reste à déterminer. Là, ça ne sera pas le 9. Là. Attendez-vous pas que je sois en live le 9, mais la semaine qui suit ou les jours qui suivent, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'on va voir cette année à la WDC? Retenez votre souffle. Pardon? Apple a décidé que c'était fini des Watch OS 11, des Mac OS 15, des iPad OS 16. Il va harmoniser toutes ces versions OS pour les nommer 26 pour l'année 2026. Donc, à partir c'est ce qu'on a confirmation, c'est-à-dire qu'à partir des prochaines versions, donc iOS qui normalement aurait été 19 pour le prochain iPhone 17, suivez-moi bien. Alors, iOS 19 qui devait servir au prochain iPhone 17 va s'appeler iOS 26, iPadOS 26, WatchOS 26, tvOS 26, macOS 26, visionOS. On va passer de la version 2 à la version 26. Donc, on revire tout à l'envers. Il va y avoir de gros changements. Là, il y a certaines rumeurs de gens qui disent « Oui, mais ils vont-ils appeler leur iPhone 26? » On ne pense pas que ça va être le cas. Il n'y a personne qui croit réellement que les iPhones ou les appareils Mac et ainsi de suite vont prendre la dénomination de l'année, ce qui ne serait pas con, par contre. Mais mettez pas votre argent là-dessus, ça ne devrait pas arriver. Au niveau de la WWDC, le prochain changement qui est énorme, qu'on attend et qui est de plus en plus confirmé, c'est le redesign de l'interface graphique. Pour ceux qui se rappellent, la dernière fois que l'interface a été modifiée, c'est il y a presque 7 ans. OK? Et là, on va amener dans l'interface la notion de vitre, de fenêtre, de transparence, de reflet de type moiré, réfléchi. On veut adapter le look and feel pour être un peu plus près de ce qu'on a vu dans le visionOS. Pour ceux qui ont vu visionOS, vous vous rappelez des panneaux qui ressemblent à de la vitre qui flotte dans l'air avec des effets de 3D, ces choses-là. Donc, on s'attend à ce que l'interface graphique soit repensée sous cette façon-là. Et on s'attend aussi à ce que les icônes cessent d'être carrées. Et là, vous allez me dire, ils ne vont pas faire comme Android et les mettre ronds. Mais non, chers amis. Les rumeurs parlent que les icônes seront des carrés ronds. Là, je ne fais pas un mauvais jeu de mots en passant pour ceux qui ont des carrés rouges, carrés ronds. Alors, les icônes vont être légèrement carrées avec des coins très arrondis. Donc, c'est comme un peu la forme intermédiaire entre le carré et le rond. Et on avait déjà vu dans les iPhones, les iPads, un peu ce que ça pourrait ressembler via l'application Invite ou Invitation, qui adoptait déjà des styles graphiques à venir avec des menus qui s'affichent seulement qu'au besoin. Donc, on risque de voir ça dans la WWDC. Autre chose qu'on risque d'entendre parler, c'est le HomePad. Qu'est-ce que le HomePad? Apple veut se positionner dans le domaine de la domotique, c'est-à-dire l'objet qui va être capable de contrôler votre environnement en permettant d'allumer et éteindre des lumières, ces choses-là. Et vous savez, depuis quelque temps, on a le protocole Matter qui est arrivé, le protocole Thread. Donc, il y a certains objets dans votre domicile qui occupent le positionnement d'un hub, d'un concentrateur Matter. Exemple, les appareils Alexa sont des concentrateurs Matter. Donc, ils peuvent être utilisés avec un autre appareil pour gérer plusieurs appareils. Et Apple veut arriver dans ce segment de marché-là. Il va proposer
une espèce de tablette de 7 pouces, donc un petit écran, pas très grosse, qu'on va pouvoir soit accrocher sur un mur, mettre sur une table, ces choses-là. En passant, ça, c'est un concept visuel que vous voyez à l'écran, là. Ça ne veut pas dire que ça va ressembler à ça. Et le HomePad devrait être basé, selon les rumeurs, un peu comme le système de réveil matin que vous avez sur votre iPhone. Vous savez, quand vous mettez votre iPhone sur le côté pendant qu'il recharge la nuit, vous avez une espèce d'écran qui apparaît avec une horloge dans laquelle vous pouvez défiler des notifications, ces choses-là. Alors, le HomePad va proposer quelque chose qui va être assez semblable et va reprendre un peu la logique du Watch, de l'Apple Watch. Donc, avec WatchOS, qu'on va venir intégrer dans cette interface-là. Donc, des boutons, des systèmes de notification. Puis, vous comprendrez que pour que ça fonctionne bien, ce système-là, on ne pourra pas se permettre d'avoir un clavier. Donc, il va falloir que Siri cesse d'être Siri. Donc, ça, c'est un problème parce que dans le développement d'Apple, vous savez, avec Apple Intelligence, ils avaient fait des promesses que Siri serait donc bon. Et les équipes de développement cette année se sont un peu cassées la gueule en disant écoute, ça marche pas, il faut repartir Siri de zéro. Il n'a pas été conçu pour faire ce qu'on veut qu'il fasse. Apple a d'énormes retards à ce niveau. Et là, cette année, ils ont dû réajuster les attentes en annonçant aux gens peut-être qu'on va avoir de la difficulté à être prêt à temps. Donc, on ne s'attend pas à la WWDC de voir un Siri complètement fonctionnel. C'est possible, mais selon les rumeurs, ça ne devrait pas être le cas. Mais vous comprendrez que pour un HomePad comme ça, on a besoin d'une interface vocale qui est complètement fonctionnelle, comprend ce qu'on lui demande, comprend le contexte de ce qu'on lui demande, puis qu'on peut relancer de plusieurs phrases. C'est pas possible actuellement. Apple n'est pas con. Ils se sont dit, on va faire appel à d'autres intelligences artificielles et c'était déjà annoncé au départ. Ils avaient fait un partenariat avec OpenAI. Ils ont dit on va permettre à d'autres intelligences artificielles de venir rentrer dans notre OS et Google commence tranquillement pas vite via Gemini à s'implanter dans l'interface. Et depuis quelques semaines, pour ceux qui l'utilisent, vous pouvez d'ores et déjà utiliser des raccourcis, shortcuts pour définir des actions de Gemini. Elle est très très loin dans le fine-tuning que vous pouvez faire. Donc on voit qu'il y a une volonté de l'amener plus loin dans l'OS. Alors, c'est pas improbable que Apple propose une alternative entre-temps avec Gemini. Donc, on se fasse annoncer que Gemini va être un peu plus intégré dans notre appareil. Et c'est pas étranger, probablement, à ce qu'on a vu dans le Google I.O., que Google s'est dépêché à démontrer où est-ce qu'il était rendu pour pouvoir justement se tailler une place devant les OpenAI qui n'est pas rendu à cet endroit-là pour ce qu'on appelle les agentiques au niveau des appareils téléphoniques, ordinateurs, ces choses-là. Donc, c'est à suivre. Ça va être très, très intéressant dans les prochains mois. Alors, Gemini, ce que je venais de dire, ça, c'est intense. On a François Charon qui nous apprend ça cette semaine. On a eu une énorme fuite de données de 183 milliards de mots de passe et de noms qui viennent Facebook, Twitter, Netflix, de comptes de toutes sortes qui ont été trouvés en ligne par un chercheur en sécurité. Vous pouvez aller avec le code QR, retrouver l'article et évidemment, le chercheur en question s'est rendu compte que ça avait fuité. La base de données était disponible en clair sur l'Internet sans protection. Donc, ils ont réussi à contacter l'hébergeur de cet endroit-là. Ils ont fait retirer la chose, mais ils ne savent pas depuis quand c'était en ligne et combien de gens mal intentionnés ont pu y accéder. Donc, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la sécurisation de votre compte par un facteur d'authentification, la double authentification, c'est très, très important. Ça, c'est cool. C'est les numériques qui nous apprennent ça. Disque Master, je ne connaissais pas. Alors, ceux qui sont très vintage,
Le site Disque Master a ressuscité avec 59 téraoctets de CD-ROM de disquettes vintage à explorer tout à fait gratuitement. Alors imaginez, vous cherchez un jeu qui date de 1984, 1985. Vous cherchez un logiciel, un driver d'imprimante. Vous cherchez name it. C'est un peu une archive de l'Internet, mais des programmes. Donc, vous allez trouver des jeux. Tu sais, Duke Nukem 3D, là, il est dans l'eau. Là. Ça vous donne une idée. Donc, à l'explorer cette archive-là, évidemment, vous allez voir le look du site web est très vintage. C'est limite écrit textuellement. Là. Attendez-vous pas à un site web avec des beaux icônes. On a quelqu'un qui respecte le style de l'époque. Mais c'est très facile d'y naviguer, allez-y. Ça va être très, très intéressant. Je vais prendre une gorgée. Alors, voilà. Prochaine nouvelle, Clubic. Ça, je ne connaissais pas ça en passant. Prévu pour contourner la censure, le protocole IPFS est désormais considéré comme une arme de piratage. Alors, je suis allé lire un peu là-dessus. Le protocole IPFS, c'est une façon de créer des fichiers qui peuvent être partagés par des concentrateurs, des serveurs, qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un serveur web pour héberger. Donc, c'est un peu le peer-to-peer de tout, mais qui permet d'avoir de l'hébergement sur plusieurs endroits. Donc, vous pourriez avoir votre propre site web, mais qui a une partie d'héberger sur l'ordi d'un ami, qui a une autre partie ailleurs. Ça a été développé à l'époque et utilisé, entre autres, par Wikipédia. C'est pas eux autres qui l'ont développé, mais utilisé par eux. Et là, vous ne serez pas surpris qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, ça serait cool qu'on utilise ça pour échanger des fichiers. » Là, il y a des concentrateurs de protocoles IPFS qui servent, sans qu'ils sachent, à partager du contenu illégal en partageant des liens peer-to-peer, un peu comme une liste de liens par où passer. Et là, bien évidemment, l'Union européenne dit non, 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 on va devoir arrêter ça. Donc, c'est à suivre. Ça va être un dossier à creuser parce que je ne connaissais pas ce protocole-là. Ah oui, Starlink. La connexion sera enfin gratuite à partir de juillet. On en parle depuis 1 an et demi à peu près. Donc, les téléphones aux États-Unis vont déjà pouvoir utiliser, puis quand je dis les téléphones, là, c'est Google, iPhone, Motorola, name it, ils ont tous à peu près la capacité de le faire, vont pouvoir utiliser la constellation de satellites Starlink dans des zones blanches. Une zone blanche, c'est un endroit qui n'a pas de couverture mobile et donc, ça fait un certain nombre de secondes que tu es déconnecté du réseau, que tu n'as plus de signal, que tu es tombé en mode SOS. Et là, si ton téléphone est assez récent, il va pouvoir se connecter au réseau satellitaire pour envoyer des SMS. Ça va être la première étape. Évidemment, vers 2026-2027, on compte aller vers la voix et l'Internet. Puis là, on parle d'un Internet très, très lent. Afficher des résultats Google, la météo, ces choses-là. Puis ça devrait être déployé en premier abord par T-Mobile aux États-Unis. Et dans les autres pays à venir, évidemment, le Canada va suivre sous peu. La France, l'Union européenne va prendre un peu plus de temps à cause de leurs lois actuellement qui sont plus restrictives. Mais on peut penser que d'ici 2 ans, à peu près tout le monde va avoir la capacité. Et là, j'entends des gens dire, moi, j'ai déjà ça sur iOS. C'est très vrai. Dans votre téléphone iOS, si vous avez un téléphone iPhone 15 et plus, vous avez la possibilité d'utiliser l'envoi satellitaire, d'envoyer des SMS à vos amis, vos contacts, à partir de votre téléphone. C'est plutôt long. En passant, là, il faut rester avec son téléphone aligné sur le satellite pendant l'envoi. Et ensuite, quand le satellite disparaît de l'horizon, il faut attendre l'apparition du prochain satellite. Rester enligné sur la course de votre satellite et là, éventuellement, la réponse arrive. Alors, vous n'aurez pas des grosses conversations là-dessus, mais ça peut vous sauver la vie en vous permettant d'envoyer vos coordonnées, de demander quelque chose, d'envoyer un problème urgent, ces choses-là. Donc, c'est très, très pratique. Ah, ça, c'est le premier combat de robots en Chine. Évidemment que ça allait arriver. Alors, What are their tactics?
And you can see that we have left kick. C'est un vrai And combat you de can see robots en that they passant. are Là. very flexible and agile. And AI calculator is still using Avec these, un kicks. arbitre. And little pink is getting provocative. And this is a 其实现在啊，你别看 right hook. 一个是攻势，但感觉双方还都是在处于熟悉对方的套路。 And you can see that they are still familiarizing with it. Évidemment, c'est pas très violent là, parce qu'on est encore en train de combattre l'équilibre. Mais probablement que d'ici quelques années, on va avoir des combats extrêmement violents où ils vont s'éclater la tête en live à la TV. On sait que tout le monde est capable d'aller jusque-là. Se rappeler les battle bots en métal qu'on avait dans les arènes depuis quelques années. Là. Imagine if it's you who gets knocked out on a stage. Can you get up so quickly just as the robot? I believe these robots are trained based on human data, and so that is why L'être humain ne cesse de me surprendre. get up very quickly, very effectively, and this is trained professionally with the data. Évidemment, le commentateur sportif, déjà professionnel, connaissant tous les rouages de ce sport qui existe depuis 3 semaines. C'est une joke, là, mais c'est pour dire que des fois, ça n'a pas d'allure jusqu'où qu'on va. Alors, retournons dans mon OBS. Ah oui. Netflix veut sa part du gâteau de YouTube. Je vous ai parlé dans quelques épisodes passés que YouTube faisait un tournant télévisuel de plus en plus. Ils amenaient des influenceurs de renom, exemple MrBeast et autres, à avoir des possibilités de faire ce qu'on appelle du doublage automatisé dans l'appareil. Donc, vous pouvez déjà, pour ceux qui ne savaient pas, aller dans YouTube, écouter une vidéo de MrBeast et de la mettre dans votre langue. Donc, elle va être auto-doublée à l'aide de l'intelligence artificielle. Et on voit que l'algorithme de YouTube a réellement changé depuis quelque temps. C'est-à-dire que si vous faites moi j'appelle ça regarder YouTube en le laissant passer d'une vidéo à l'autre, après 2-3 vidéos aléatoires, finit par tomber sur une espèce de documentaire. Et c'est très, très souvent très à propos par rapport à vos goûts, à vos passions, ces choses-là. Donc, qui s'améliorent énormément. Évidemment que ça fait peur à Netflix parce que chacun joue dans leur billes à eux. Et là, Netflix veut aller chercher les billes des influenceurs qui sont majoritairement sur YouTube vers Netflix. Donc là, il y a des contrats qui se sont signés avec quelques gros noms de l'influence. Évidemment, YouTube ne veut pas venir siphonner, retirer l'influenceur de son environnement qui est particulièrement payant, ne veut pas non plus se retrouver avec un problème d'exclusivité que l'influenceur ne voudra pas y aller parce qu'il a d'ores et déjà signé avec YouTube, ces choses-là. Donc, ils sont allés par une autre méthode dans laquelle Netflix va faire de la diffusion simultanée un peu en même temps que des événements sur YouTube avec des influenceurs. Donc, c'est à suivre jusqu'où ça va aller, mais il y a une ouverture du marché de l'influenceur. Et pour ceux qui commencent à être dans ce domaine-là, un peu comme moi, là, qui essayent de débuter, il n'y a pas de meilleur moment. C'est là. Allez-y. Lancez-vous. Pas besoin d'être bon. Vous voyez, regardez, je suis là. C'est la preuve que vous pouvez vous rendre. Alors, faites juste produire. Et éventuellement, vous allez trouver votre public. En passant, ça, c'est mon carnet de l'excellent chroniqueur québécois Bruno Gugliel-Minetti. Vous avez le lien vers l'article, donc n'hésitez pas à aller rejoindre sa page. Et c'est tout pour cette semaine, ma gang de vous autres. Alors, on a fait le tour de l'actualité. J'espère que vous avez apprécié le format de l'épisode Geekzone en direct, qui est un peu plus court qu'avant. Avant, on faisait presque 3 heures avec mon ancien collaborateur. J'aurai de nouveaux collaborateurs à venir qui s'en viennent. On veut y aller un petit peu plus court, évidemment, pour faciliter le travail, parce que ça prend énormément de temps de trouver les sujets, préparer les émissions. Donc, en le faisant plus court, on arrive à le faire mieux, à le faire plus rapidement. Et on veut aussi permettre à tous de ne pas se sentir pris dans un épisode qui est très, très long. Donc, en le faisant un peu plus court, c'est plus facile aussi ensuite de découper. Alors, c'est tout pour cette semaine.